Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey. Itinérance, une émission réalisée et proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Moi j'aime bien voyager. Dominique Lardet est conférencier et guide pour les voyages de l'association culturelle Thalassa, spécialiste du voyage éducatif. Et il nous emmène aujourd'hui dans une réflexion sur le pays Qatar. Bonjour Dominique Lardet. Bonjour. Merci donc de nous parler des Qatar. Alors c'est un très vaste sujet et là nous avons qu'une vingtaine de minutes, donc nous avons choisi bien sûr certains thèmes. Et déjà qu'il y a peut-être une fausse idée au point de départ, c'est que les Qatars, ce n'est pas que le sud de la France. Il est en effet habituel de superposer l'idée des Qatars à l'idée d'un pays Qatar. Cela vient du fait que la fréquentation des châteaux Qatar a attiré dans la région qui va en gros de Béziers à Toulouse, a attiré un certain nombre de visiteurs qui sont à la recherche de ces monuments insignes dans lesquels une histoire dramatique s'est déroulée au cours du XIIIe siècle. Dans la réalité, les lieux sont beaucoup plus vastes, puisque pour la première fois, c'est en Allemagne que l'on emploie le mot de Qatar, concernant une hérésie qui s'est développée là-bas, et que si l'on regarde le pays dans lequel le qatarisme a exercé à un moment ou à un autre une influence, il faudrait étendre ce pays à une région qui va en gros de la Veille du Rhône jusqu'aux environs de Montauban, si ce n'est même jusqu'aux portes de Bordeaux. Mais au cœur de ce... Je vous en prie. L'époque, c'est... Parce que vous dites... 13e siècle. 13e siècle. On dit le 13e siècle, voilà. 13e siècle. Ok. Avec un créneau plus précis de date ou la grande persécution, on la date de combien Environ de 1210 à 1220, même si certains épisodes dont on aura peut-être l'occasion de reparler se sont étendus sensiblement plus tard. Les derniers incidents ont lieu aux environs de 1255. D'accord. Donc essentiellement la première moitié du XIIIe siècle pour le cœur de cette affaire que nous appelons la croisade des Qatars. Alors c'est vrai que une des images chocs, c'est le bûcher de Montségur, mais expliquez peut-être avant la naissance de ce mouvement et comment essayer de le définir. Le problème de l'hérésie est en effet très complexe, même si l'Église catholique a tenté tout au long des siècles de rassembler l'ensemble du phénomène hérétique dans un corpus de comportements qui est à peu près toujours le même. Le refus de l'enseignement canonique tel qu'il est défini par le Concile de Nicée, et un certain nombre de pratiques considérées comme scandaleuses, tant sur le plan sexuel que sur le plan du rapport à la vie sociale. Les hérétiques forment un ensemble de contestations de l'Église catholique, et celle-ci oppose à peu près toujours les mêmes arguments à ces groupes divers. Il y a donc dans le phénomène Qatar quelque chose que l'on observe depuis bien longtemps, quasiment depuis les origines du christianisme, et qui s'est développé pour disparaître à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire aux environs du XIIIe siècle. Donc une volonté de pureté, on pourrait dire ? Une volonté Pour les Qatars, le monde, en définitive, se résume au face-à-face entre un domaine de la pureté et de l'innocence qui serait un domaine spirituel et un domaine de la corruption et de la faute qui serait le domaine matériel. Celui-ci résume pour les Qatars tout ce qu'il va falloir, en quelque sorte, évacuer, tout ce à quoi il va falloir renoncer pour tenter d'atteindre à cet autre monde, ce monde de la pureté qui est représenté par ce Dieu de lumière qu'ils opposent à un Dieu de l'obscurité, un Dieu diabolique, un Dieu infernal. Mais alors par quels moyens ? C'est-à-dire ils cherchent la pureté pour eux-mêmes, mais ils veulent aussi l'imposer aux autres ? Comment ? Parce que qatarisme, on a parlé de bûcher, c'est tout de même une répression très violente. Donc comment se développe ce mouvement Qatar ? Pour les Qatars, l'opposition à l'Église catholique est une opposition fondamentale, mais qui n'entraîne pas de la part des missionnaires Qatars, des pasteurs Qatars, qui n'entraîne pas une volonté d'éradication de l'influence catholique autrement que par l'exemple. Ce qu'on appellera les bons hommes, que nous connaissons également sous le nom de parfaits.
tente de donner un exemple différent de ce que propose à peu près à la même époque, même si le phénomène est beaucoup plus complexe, une Église catholique à laquelle on reproche ses abus en termes de discipline et en termes de rapport à l'argent. Les cathares veulent être une sorte de modèle de dévouement, de fraternité, comme si on faisait référence au fond au tout premier temps de l'Église de Jésus. Mais ils se regroupent, ils restent dans leur village ou alors ils se regroupent, vous parliez au début de ces châteaux cathares dont on va en parler de quelques-uns. Pourquoi on assimile cathare au château ? Les cathares sont en réalité se regroupent, si vous voulez, en plusieurs catégories. Pour l'immense majorité de la population, la vie continue telle qu'elle se déroule depuis longtemps. Un certain nombre de personnes sont sensibles à l'enseignement des cathares. Quelques-uns seulement, quelques-unes de ces personnes iront jusqu'au bout de la démarche et accepteront ce qu'on appelle le consolamentum, qui est une sorte d'entrée dans le cœur le plus intime de ce monde cathare. Les missionnaires, les évêques, les pasteurs cathares vont donc de village en village, circulent de communauté en communauté, vivent en général de pauvreté et de mendicité, ne réclament jamais d'argent, ce qui pour l'Église catholique officielle est évidemment une sorte de scandale, et ils sont parfois accueillis dans ces châteaux parce que tel ou tel seigneur a à l'égard des cathares une attitude d'ouverture d'esprit ou de générosité, même si ça se masque parfois d'une simple hostilité au pouvoir officiel tel qu'il est représenté par les autorités, dont l'Église, bien sûr. Oui, nous verrons dans la deuxième partie de l'émission que l'éradication du catharisme, c'est peut-être plus une volonté politique qu'une volonté religieuse. Alors, vous parliez au départ de ces châteaux cathares, vous allez nous parler de quelques lieux, parce que dans une mission touristique, c'est vrai que on cherche à cibler quelques symboles peut-être. Donc, de quel château, de quel lieu vous allez nous parler ? Alors bien sûr, le drame des cathares est illustré par tout un tas de lieux que l'opinion publique connaît parfois plus ou moins. Tout le monde sait qu'il y a eu des violences à Béziers, qu'il y a eu des incidents extrêmement graves à Carcassonne, que la bataille s'est déroulée à Toulouse ou aux environs de Toulouse, à Muret. Si je devais retenir deux lieux particuliers, en écartant Montségur, qui est bien connu, je pense, de la plupart des gens, je choisirais volontiers le château de Termes. Le château de Termes est un château tel qu'il en existait de nombreux dans ces terres du Sud, occupé par un petit seigneur, le seigneur de Termes, qui contrôle quelques villages et quelques vallées, et qui accueille assez volontiers ces fameux bons hommes, ces fameux représentants de l'église cathare. Il leur offre le gîte et le couvert avant que ceux-ci ne poursuivent leur route en direction des villages de cette région. Le château de Termes finira par être assiégé par Simon de Montfort dans un siège absolument dramatique qui se déroule en 1213 et qui opposera les défenseurs de ce château à l'armée de Simon de Montfort qui tente de prendre le château en utilisant les techniques les plus familières de cette période de guerre qui est de faire périr de misère et souvent de soif les assiégés, même si on doit penser que les assiégeants sont eux-mêmes confrontés à la dureté de ces opérations militaires. Et le château n'a donc pas été détruit alors Le château finira par être pris dans des circonstances relativement dramatiques, car le seigneur de Termes, conscient de la misère de ceux qui l'entourent, demande à capituler devant Simon de Montfort. L'eau manque dans les réserves du château, sauf qu'au moment où l'accord est signé, dans la nuit qui suit, la pluie se met à tomber et le seigneur de Termes, évidemment, reprend sa parole. Ça ne changera pas grand-chose dans le fond parce que l'eau de pluie ainsi récupérée sera assez rapidement contaminée et le seigneur de Termes devra finir par se rendre en 1213 et mourir en captivité peu de temps après. Alors quand on visite le château de Termes, nous voyons quoi aujourd'hui ? Le château est relativement spectaculaire au sommet d'une colline au pied de laquelle se trouvait le village, car les villages étaient souvent au ras des remparts de ces châteaux-là, et derrière un certain nombre d'enceintes très, très monumentales, une forteresse, c'est-à-dire tout sauf un lieu d'agrément. Une forteresse est un lieu de guerre, le donjon a disparu, mais les enceintes qui le protégeaient subsistent, et les habitants du village de Termes, qui est aujourd'hui un peu à l'écart du village médiéval, cherchent à entretenir non seulement les lieux, mais le souvenir de ce qui s'est passé là au début du XIIIe siècle.
Alors on peut en visitant ce château bien sûr penser au Qatar, mais penser aussi peut-être à la vie médiévale. Et on va écouter une chanson de Troubadour parce que je crois qu'il n'y a pas de musique franchement Qatar. Hein. Les Qatars d'abord ont eu à se battre pour survivre. Par-dessus le marché, leur volonté de se détourner des biens matériels ne les a pas amenés à constituer ni une église, ni une civilisation, et encore moins, bien sûr, à construire des châteaux. Il n'y a pas de château Qatar. Il y a des châteaux où les Qatars ont vécu, mais ils n'ont rien entrepris, puisque leur système de pensée les conduisait au contraire à se détourner des biens matériels. Donc il n'y a pas directement de musique Qatar, même si des troubadours ou des poètes illustreront le drame des Qatars par des textes que nous avons conservés jusqu'à aujourd'hui. Alors on va écouter peut-être la plus connue des chansons de Troubadour par un groupe Griselidis qui essaye vraiment d'utiliser les instruments de l'époque. Et on va écouter À la Clairefontaine, un extrait par le groupe Griselidis. Alors, vous nous aviez parlé, Dominique Lardet, du château de Termes. Et deuxième illustration, je crois, parce qu'il y en a beaucoup de châteaux Qatar, et ce circuit des châteaux Qatar, il s'est développé la deuxième moitié du XXe siècle et surtout les 20 dernières années, je suppose. C'est en effet au cours d'une époque relativement récente, et avec le développement du tourisme, que l'on a pris conscience du très riche patrimoine de cette région du Languedoc, et de l'existence de ces très nombreux châteaux que nous appelons par commodité les châteaux Qatar, parmi lesquels les plus spectaculaires sont peut-être le château de Perpertuse et surtout son voisin de Quéribus. Donc vous allez nous parler de Quéribus un peu plus en détail. Le donjon de Quéribus est une merveille sur le plan de la construction militaire, même si ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une transformation du château lorsque la région deviendra la frontière avec l'Espagne pendant un certain temps de l'histoire de France. Quoi qu'il en soit, le donjon de Quéribus est spectaculaire non seulement par sa construction, mais par son emplacement, et il a fait l'objet d'un siège tout à fait à la fin de cet épisode que nous appelons la croisade Qatar, puisqu'il sera assiégé en 1255, c'est-à-dire relativement plus tard, et même, à dire vrai, 11 ans après la chute du château de Montségur. Donc ce sont toujours des quéribus comme Montségur, sont tout de même toujours assez inaccessibles, c'est la définition même d'un château fort peut-être. Ces forteresses sont souvent de vrais nids d'aigle. C'était une des conditions de la sécurité pour les occupants de ces châteaux, c'était d'empêcher que quelque adversaire que ce soit, quelque personne hostile que ce soit, ne puisse s'approcher du pied des remparts. Il y a donc dans tous ces cas-là des choix de construction qui, au passage, permettent d'admirer le travail des tailleurs de pierre et de tous les charpentiers qui ont contribué à l'édification de ces forteresses. Et Ce qui est très curieux, c'est que Quéribus finira par tomber entre les mains du fils du seigneur de Termes, Olivier de Termes, qui, après la mort de son père, a fait sa carrière dans l'entourage de Louis IX, de Saint-Louis, et qui sera le responsable du siège de Quéribus et de sa chute en 1255. Alors, quand les touristes viennent dans ces châteaux, ils viennent voir des sites spectaculaires, hein. Vous avez parlé de nid d'aigle, ils viennent voir des ruines. Est-ce qu'ils viennent aussi chercher un esprit Qatar? Et s'ils viennent chercher un esprit Qatar, est-ce que c'est un sens politique, un sens religieux ou simplement un sens de différence? Ceux qui viennent à la recherche de ce monde Qatar privilégient en général Montségur à cause du bûcher qui a sanctionné la chute de Montségur. Dans les autres cas, en particulier avec ces châteaux comme Quéribus ou tant d'autres, Aguilar, etc., il est vrai qu'assez rapidement nous sommes confrontés à l'autre dimension de l'aventure Qatar, qui est sa dimension politique, et qui est peut-être bien la dimension clé de toute cette affaire.
On a en effet peut-être utilisé l'affrontement religieux, spirituel, pour masquer ou pour habiller un affrontement de type politique tel qu'on le voit se développer dans cette partie du XIIIe siècle qui voit s'opposer par exemple la monarchie des Plantagenets, l'Angleterre, avec la monarchie des Capétiens, la France, qui voit l'Aragon tenter de s'imposer sur le comté de Toulouse, et qui voit la papauté tenter d'imposer une monarchie universelle à laquelle seraient soumises tous les pouvoirs politiques. Il y a donc une double dimension dans l'aventure Qatar, une dimension spirituelle bien entendu, mais également une dimension politique, et peut-être que celle-ci est plus importante que celle-là. Donc en fait, les Cathares qui ont péri dans les bûchers étaient des prétextes en fait pour assouvir les volontés de conquête des grands, des puissants. Généralement, les deux phénomènes se développent un petit peu en parallèle et sans faire allusion à aucun événement de ce XXIe siècle. On voit bien comment religion et politique sont intimement mêlés et nourrissent les querelles des hommes les uns contre les autres. Est-ce que c'est l'affirmation d'un système de pensée qui préside à tout cela, ou est-ce que c'est le simple rapport de force qui met les pouvoirs en opposition les uns contre les autres à des moments particuliers? La question est en effet complexe. Bien sûr. Est-ce qu'on a une idée d'estimer le nombre de personnes qui ont été tentées par le catharisme? Est-ce qu'il y avait des états civils ou est-ce qu'on a numéroté le nombre d'assassinés, le nombre de brûlés? Nous avons des archives relativement précises, en particulier au moment après la mise en place de l'Inquisition, qui s'installe en Languedoc à partir de 1233. Les dossiers d'Inquisition sont relativement minutieux, et un inquisiteur comme Robert Guy, par exemple, multiplie les fiches sur lesquelles il note les comportements des gens avec leurs identités, leur village, leur métier, etc. Quoi qu'il en soit, si on regarde la population de cette région qui va de Béziers à Toulouse, on peut considérer qu'il y a une certaine sympathie assez largement répandue dans la population, une certaine sympathie à l'égard des Cathares. Par contre, en ce qui concerne ceux qui ont réellement rompu avec l'Église catholique pour adopter la discipline cathare et les comportements tels que les présentent les missionnaires, là, vraisemblablement, il ne faut pas aller au-delà de 4 à 5% de la population. Donc une certaine sympathie générale, mais pour la plupart des gens, une prudente attitude à l'égard du pouvoir politique qui est représenté par le comte de Toulouse ou par le roi de France, et une certaine difficulté à adhérer au catharisme, d'autant plus que le catharisme est extrêmement exigeant, et que l'on peut comprendre que pour beaucoup de gens, cette exigence-là était relativement difficile à mettre en pratique. Oui, surtout que déjà la vie quotidienne était assez dure et l'espérance de vie était déjà assez courte pour se consacrer peut-être à rester dans les normes pour peut-être mieux vivre un peu. La population de ces époques-là mène une existence difficile. Pour beaucoup de gens, c'est une lutte pour la vie qui se poursuit de jour en jour. Il y a bien en Languedoc et dans le Toulousain une véritable bourgeoisie, une classe aisée qui tente de développer ses affaires et sa réussite matérielle. Cela permettra de comprendre que le jour où le pouvoir capétien prendra la mainmise sur la région dont nous parlons, une partie de cette bourgeoisie-là enverra ses enfants au service des Capétiens pour poursuivre une véritable promotion sociale, telle que la représente par exemple Guillaume de Nogaret, qui sera un des conseillers de Philippe le Bel et qui est petit-fils de Parfait. Donc, est-ce qu'il y a encore actuellement on va parler de la région Languedoc-Roussillon, est-ce qu'il y a encore j'allais pas dire des séquelles, mais est-ce qu'on ressent quelque chose de cet héritage cathare ? Et que peut-être les touristes viennent chercher de façon même inconsciente, je ne sais pas, mais le lien entre politique, religion, est-ce que, en tant que touriste, on ne vient pas à la recherche de quelque chose ? Pour certains, la curiosité, sans être méchant, pourrait avoir un côté un peu malsain, oui, un peu morbide, de venir sur des lieux où un drame particulièrement rude s'est développé. D'autres continuent à chercher le trésor des Cathares, le pseudo-trésor des Cathares. D'autres, par contre, sont en effet sensibles à cette attitude particulière d'un petit groupe d'hommes qui refusent, pour des raisons spirituelles, pour des raisons religieuses, qui refusent de se soumettre.
Et c'est peut-être dans cette volonté de résistance, le mot est un anachronisme bien sûr, bien sûr, dans cette volonté de résistance qu'il peut y avoir aujourd'hui encore une forme de sympathie de la part des visiteurs de cette région à l'égard de ces quelques milliers de personnes qui ont voulu, au XIIIe siècle, vivre d'une certaine manière qui n'était pas la manière dominante. Et c'est vrai ce courage-là, jusqu'à la mort, doit pouvoir en effet toucher une partie de nos contemporains. Sous les feuilles d'un chêne, un rossignol chantait. Sur la plus haute branche, le rossignol chante, rossignol chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi, je l'ai à Dans les fêtes médiévales qu'on voit un peu fleurir un peu partout, il n'y a jamais vraiment allusion au Qatar. Il n'y a pas de fête médiévale parce spécifique. que ça n'est pas spectaculaire. C'est pas C'est spectaculaire. un peu le drame des Cathares par rapport, par exemple, à ce qui se passe dans le monde camisard. Les Cathares n'ont rien laissé derrière eux qui soit spectaculaire. Même l'histoire du fameux trésor, on peut imaginer que lorsque le trésor a été évacué de Montségur en 1243, on peut imaginer que ce trésor n'était pas constitué de lingots d'or ou de pièces ou je ne sais quoi, mais peut-être simplement de textes à leurs yeux essentiels et qui constituaient à leurs yeux un trésor, mais qui n'en est pas un. Alors, je pense que vous connaissez l'histoire de Rennes-le-Château. Oui, oui. Il y a des gens qui continuent à faire des trous partout dans Rennes-le-Château, étant persuadés que le curé de Rennes-le-Château, qui tout d'un coup s'est mis à rénover son église, avait trouvé le fameux trésor. Bon, jusqu'à preuve du contraire, rien ne semble indiquer que le terme de trésor soit à prendre dans une dimension monétaire et non pas dans une dimension justement intellectuelle ou spirituelle. Oui, c'est un fantasme, ça aussi, de tous les chercheurs de C'est un peu trésors. comme l'histoire du trésor des Templiers. Oui, à Gisors, par exemple. Mais puis bon, les fêtes médiévales, on ne va pas faire non plus rôtir des personnes pour animer les fêtes. Que faire Le Corsalamentum est un acte spirituel d'une grande intimité. Les bûchers, bon, on va tout de même pas s'amuser à jouer à ce jeu-là. Ouais. Donc il n'y a pas à proprement parler. Quand on va au château de Thermes, bon, on a mis en place sous forme de maquettes différents objets, les techniques de guerre, si vous voulez. Et ça s'applique pas forcément à une croisade, ça s'applique à la guerre en général. Oui. Comment faisait-on la guerre à cette époque-là? Carcassonne, bon, développe tout un tas de manifestations touristiques. Mais c'est le Moyen-Âge. Mais en arrière-plan seulement, on peut faire allusion au pays Qatar, mais il est relativement difficile d'en faire autre chose qu'un arrière-plan. Oui, puis c'est comme vous Même dites, quand c'est vous allez beaucoup avec trop Morte, on peut intime. bien vous parler de la tour de Constance. C'est relativement difficile de faire vivre la tour de Constance comme un phénomène folklorique. Ouais, C'est trop grave, c'est trop, bien sûr. c'est trop intime, c'est trop de souffrance pour en faire autre chose qu'un lieu de, si je puis me permettre, qu'un lieu de recueillement. Bien sûr, non, mais c'est tout à fait ce que j'ai ressenti avec Morte. Et donc, on pourrait conclure justement sur ce mélange de politique et de religieux, de querelles politiques ou d'affirmation du droit à être différent. C'est une conférence que vous faites aussi souvent sur cette notion de Qatar et on dépasse largement le phénomène touristique comme on essaye de faire à chaque fois dans cette émission. C'est probablement pour ça que l'on établit parfois de manière un peu abusive en termes de simple histoire une sorte de chaîne qui relierait les Cathares aux Camisards, les Camisards aux résistants, du XIIIe siècle au XXe siècle, une sorte d'attitude d'un certain nombre de gens à l'égard d'un pouvoir dominant considéré, à tort ou à raison, comme abusant de sa position. Donc en fait, un phénomène, à travers les Cathares, le pays Qatar, une quête universelle en fait. C'est bien possible que ça ne soit pas tout à fait absent de la réflexion de certains des visiteurs de notre région. Eh bien, faisons confiance
aux visiteurs. Et merci beaucoup Dominique Lardet. Je vous en prie. Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey, hey. Itinérance, une émission réalisée et proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Moi j'aime bien voyager.